Imaginez que vous mettiez 10% de votre portefeuille en crypto, que le marché fasse 300%, ce qu'il a fait un certain nombre de fois. Alors il ne le fera pas tous les ans, faut pas rêver, mais la bonne année, il peut faire 200-300%. Votre x10, il s'est transformé en 30-40. En fait, moi, mon premier critère quand je vais exposer mon portefeuille, Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Investor Media, le média qui donne la parole à des leaders d'opinion qui redéfinissent l'investissement, l'entrepreneuriat et la gestion patrimoniale. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un type d'investissement qui, pour certains, est un Eldorado, mais pour d'autres, est un grand mystère. Il s'agit des crypto-monnaies. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'être dans les locaux de CoinHouse. Chez CoinHouse, nous sommes bien entourés de 2 experts et un 3e expert qui va nous rejoindre d'ici peu. Donc tout d'abord, Stéphane Ifra. bonjour. Bonjour Stéphane. Donc Stéphane, vous êtes le directeur des investissements chez CoinHouse. Exactement. Tout à fait. Alors investissement et recherche. Et Nicolas Pajot, qui est conseiller en gestion de patrimoine sur Toulouse. Et Nicolas a aussi la particularité d'être un créateur de contenu influent sur LinkedIn. Tu as une communauté de plus de 50 000 personnes qui te suivent. Ouais, bonjour à tous les deux. Et effectivement, ouais, moi j'ai un cabinet en gestion de patrimoine. J'interviens sur différents volets et les cryptos est un vrai sujet en tout cas auprès des clients. Et à côté de ça, sur la création de contenu au niveau de la communauté que j'ai, c'est aussi un vrai sujet où j'ai des questions assez récurrentes là-dessus. Donc c'est plutôt cool qu'on se voit aujourd'hui. Et avec ces 2 experts, aujourd'hui, on va répondre notamment à cette question principale. Comment naviguer intelligemment dans ce marché, surtout en période de bull run? Mais aussi, quelles solutions CoinHouse propose-t-elle pour accompagner les investisseurs dans leurs choix? Donc, Nicolas, parmi ta communauté, il y a de nombreuses personnes qui se posent beaucoup de questions en cette période de bull run sur les crypto-monnaies. Donc, je te laisse la parole. Quelles sont les questions que ta communauté se pose? Alors déjà, il y a une première question, je pense qu'il va te plaire Stéphane, les gens se posent qu'est-ce qu'un cycle de marché en crypto, comment ça fonctionne? Comment tu arrives à repérer un top, un bottom? Comment ça se matérialise, si tu veux, toi, dans ton quotidien et dans ton analyse technique? Alors, on a la chance d'avoir plusieurs cycles déjà dans le passé, puisque le Bitcoin a été lancé en 2009. Donc, on en est quasiment au 4e ou 5e cycle. C'est des cycles de 4 ans. Ils sont assez visibles. Et la meilleure manière finalement de les observer, c'est de découper par période de 4 ans, d'aller chercher par exemple le top de marché. Donc, historiquement, c'est facile de les repérer. Et après, vous alignez vos graphiques avec ce top de marché. Et vous remettez ça en base 100 juste pour que ce soit comparable, parce qu'évidemment, comme à chaque fois les tops, ils sont beaucoup, beaucoup plus hauts que le précédent, ça ne serait pas très comparable. Et si vous faites ça, en fait, vous commencez à avoir quelque chose qui apparaît, qui est que quand vous alignez les tops, les bottoms à peu près se correspondent. Ils sont à peu près 12 mois après le top, pour faire simple. Ensuite, vous avez à peu près un an où le marché ne bouge pas trop. Ouais. Il cherche quelque part un petit peu à stabiliser la grosse baisse qu'il vient de subir. Et après, vous avez 2 ans de hausse, un an de hausse à peu près tranquille, et un an de hausse, on va dire, relativement rapide. Et c'est la partie la plus intéressante et la plus explosive. Alors, on a de la chance parce qu'on vient de rentrer dans cette période-là. Et souvent, d'ailleurs, le début de cette hausse explosive, il intervient à peu près 6 à 8 mois après le halving. Alors, le halving, pour ceux qui ne connaissent pas au niveau du Bitcoin, c'est un processus qui, tous les 4 ans, fait que la rémunération des entreprises qui sécurisent le réseau, ce qu'on appelle les mineurs, elle est divisée par 2. Et donc, historiquement, en fait, il y avait de moins en moins de Bitcoin qui étaient produits. Et du coup, raréfaction, le prix avait tendance à monter. Il ne montait pas exactement au moment où on divisait la rémunération par 2. Il y avait une petite latence. Et cette latence, elle était de 6 à 8 mois. Et après, on arrivait... il y avait à la fois le fait qu'il y avait moins de Bitcoin qui étaient créés. Et puis après, il y a un moment donné, il y a un phénomène aussi d'entraînement. C'est-à-dire quand les cours se mettent à monter fortement, les gens arrivent. Évidemment, ils arrivent pas au début, ils arrivent souvent en cours de route. Et malheureusement, pour certains, il y en a qui arrivent à la fin. Et eux, souvent, subissent la grosse année de baisse qui suit cette période téléphérique. Encore une fois, comme je disais tout à l'heure, on a la chance de tout juste rentrer. Ça fait 2-3 semaines qu'on est rentré dans cette période-là. Donc, on s'attend à avoir 12 mois devant nous qui seront plutôt porteurs et relativement euphoriques. Ok, donc ça c'est cool. Donc en final, cycle de 4 ans. Et est-ce que par exemple, entre un top et un bottom sur chaque cycle,
tu as un pourcentage finalement entre les deux valeurs qui est pas identique, mais qui se ressemble quand même assez régulièrement. Ouais, tout à fait. En fait, on constate qu'on a entre 80 et 90% de baisse. On a eu entre 80 et 90% de baisse entre entre le top de marché et le bottom qui a suivi 12 mois après. Ok. Donc, c'est important de savoir à un moment donné sortir du marché, regarder ce qui se passe et éventuellement plus tard se repositionner. Ok. C'est en ce sens-là où c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui peut vous accompagner. Parce que si vous êtes novice sur le marché, forcément, il y a une forme d'euphorie quand le marché monte. On s'emballe et souvent, d'ailleurs, on remet un peu de fonds un peu trop tard, là où il faudrait plutôt les retirer. Le fait d'avoir des gens qui ont vécu justement ces cycles-là, qui peuvent avoir ce recul-là, ça peut être intéressant dans ce cas-là. Ok, donc c'est hyper intéressant. Et une autre question que les gens se posent pas mal, c'est comment tu arrives à trouver des opportunités, que ça soit en termes de crypto, que ça soit en termes de point d'entrée ou point de sortie, par exemple, si tu as exposé à quelque chose. Comment tu arrives finalement alors sans rentrer dans un détail technique, parce que bon, j'imagine que tu fais tout un tas d'analyses derrière pour trouver le bon point d'entrée et de sortie ou la bonne crypto à investir. Mais de manière générale, comment tu fais pour trouver en fait ces différentes opportunités? Alors, il y a plusieurs... d'ailleurs. Ouais, il y a plusieurs réponses à ça. D'abord, il peut émerger des thématiques dans ces cycles de marché. Ouais. Typiquement, dans le dernier cycle de marché, il y a eu 2 grosses thématiques. Une, c'était la DeFi, donc la finance décentralisée. Une autre, ça a été les NFT et le gaming. Ok. Et en fait, à un moment donné, on ne sait pas pourquoi, mais il y a une thématique qui peut prendre qui peut prendre corps. Et à ce moment-là, tous les coins qui sont lancés sur cette thématique-là ont tendance à très très bien performer et sur une durée de quelques mois. Ok. Voilà. Donc la première chose, c'est est-ce qu'on est capable d'identifier des nouvelles thématiques? Alors c'est pas forcément les anciennes thématiques, c'est plutôt des nouvelles thématiques. Ouais. Dans le cycle actuel, on n'en a pas encore vu émerger des nouvelles thématiques. On a une thématique du même coin qui marche relativement bien, mais qui est une ancienne thématique, avec par contre des nouveaux coins qui n'existaient pas dans les cycles précédents. Mais il n'y a pas d'innovation. Donc là-dessus, en fait, tu vas regarder un peu finalement le projet de la crypto derrière. Ouais. Et en gros, tu auras une thématique assez générale et tu regardes finalement dans cette thématique-là si tu as un point précis, alors, qui n'a pas été forcément abordé auparavant. Ouais, alors pour le coup, si c'est des nouvelles thématiques, c'est souvent des nouveaux coins qui arrivent. Donc il y a un phénomène, ce qu'on appelle FOMO, mais qui existe d'ailleurs dans la finance traditionnelle. Et là, souvent, en fait, ces coins-là vont avoir tendance à faire des nouveaux plus hauts. Donc c'est très difficile de trouver les points d'entrée ou pas. Ouais. Il vaut mieux se lancer dans le marché et attendre. Par contre, c'est des trucs qui sont potentiellement très explosifs, donc qui à un moment donné vont aussi redescendre très très vite. Ouais. Donc là, c'est plutôt des gestions où il faut se committer le plus vite possible et éventuellement soit se dire, quand je fais x2 ou x3, j'ai suffisamment gagné, je pourrais peut-être gagner beaucoup plus, mais je suis hyper content. Soit on peut mettre en place des stratégies de stop loss et dire, voilà, je laisse monter le truc, parce que c'est vraiment des marchés de trend following très très forts. Et des fois, quand on sort à x2, x3, on a loupé un x10. Ça peut arriver. Donc, il peut y avoir un côté frustrant de dire j'étais là très très tôt, j'ai bien gagné ma vie, mais j'aurais pu gagner beaucoup plus ma vie. Le fameux truc de la pas du gain, quoi. Tu vois. Exactement. Et donc, comme souvent, c'est des nouvelles thématiques, ça veut dire qu'en fait, on part de très petite capitalisation. Ouais. Et donc, finalement, le moindre rapport d'argent fait que ça va très très vite grossir. C'est pour ça qu'il y a une capacité à aller très très haut. Aujourd'hui, je ne vois pas de thématique nouvelle dans le marché. L'autre stratégie, c'est typiquement là, donc le Bitcoin, lui, fait des nouveaux plus hauts. Sur les altcoins, on est très en retard par rapport au Bitcoin, mais ce qui est normal dans le cycle, en fait, la alt season, elle démarre à peu près en même temps que le Bitcoin commence à faire ses nouveaux plus hauts. Et là, il y a des points évidents qui sont les anciens points techniques du cycle précédent. Il y a des points visibles, et puis évidemment, il y a le plus haut historique qui est atteint par tel crypto. Là, par contre, ça peut donner des objectifs. Okay. Donc là, on voit que si jamais on doit aller refaire un nouveau plus haut, ça donne 200-300% de hausse. Donc là, c'est beaucoup plus simple. Et c'est juste un phénomène de rattrapage, en espérant, mais ce qui n'est jamais certain, que effectivement les altcoins vont rattraper leur ancien plus haut, peut-être le dépasser ou pas. Mais en tout cas, ça donne des objectifs. Là où finalement, comme aujourd'hui dans le Bitcoin, c'est beaucoup plus difficile d'avoir des objectifs parce que finalement, on est en ce qu'on appelle price discovery, c'est-à-dire qu'on fait des nouveaux plus hauts, donc on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Le 100 000 $ qu'on a quasiment touché, celui-là, moi je l'avais en tête depuis très longtemps,
juste parce que c'est un chiffre rond. Ouais, Et les marchés adorent les chiffres ronds. Maintenant qu'on a atteint les 100 000 $, on va peut-être passer quelques jours et on va peut-être les dépasser. Ça sera très compliqué de choisir le chiffre suivant. Ça peut être 150 000, ça peut être 200 000. On ne sait pas du tout où ça va être. Donc, c'est plus compliqué de se dire je sors à plus 20, plus 30, plus 50% ou à tel niveau. Ouais, je vois. Voilà. Là où finalement, c'est plus simple côté altcoin aujourd'hui de se fixer des objectifs parce que si on ouvre un graphique et si on a un tout petit peu d'expérience, c'est très simple de se choisir des objectifs. Moi, je l'ai fait très récemment sur plusieurs coins. On atteint effectivement ces objectifs-là. Après, je ne sais jamais si ça traverse, si ça rebondit, ça redescend. Et en fait, mon jeu dans ce genre de marché, c'est plutôt de dire là où j'ai un objectif, on va dire, j'ai peut-être entre 30 et 50% avec un momentum positif. Ouais. Je préfère aller sur ces coins-là parce que je sais que je vais certainement les faire potentiellement assez vite. Ouais. Et après, j'en cherche un autre qui est dans cette configuration. Ouais, je vois. Plutôt que de dire j'attends et puis je reste parce que je suis hyper convaincu que ce coin-là, il va bien marcher. Ok. Et après, dans le choix des coins que tu vas prendre, par exemple, comment tu vas diversifier finalement ton portefeuille de crypto? Parce que j'imagine que c'est un peu comme dans la finance traditionnelle, dans le sens où tu sais que tu vas avoir des actifs qui vont être entre guillemets solides, pas forcément très volatiles, même si la crypto, ça reste très volatile, mais en tout cas moins que des petits coins, on va dire des nouveaux projets. Comment tu vas choisir finalement ta dominance dans ton portefeuille, ta diversification sur peut-être des alts qui vont être là depuis longtemps, où il y a un potentiel là-dessus, et peut-être des alts qui viennent d'arriver, où là tu vas plutôt aller chercher, je sais pas moi, un faible pourcentage, mais une agressivité en termes de possibilité de gain, quoi. Alors déjà, nous, en termes de construction de portefeuille, on se cantonne aux coins qui sont disponibles sur la plateforme. On en a à peu près 60. Ok. Donc, on n'a pas un univers qui est aussi large que l'ensemble des cryptos, Ouais. où il y a des dizaines de milliers de coins. Donc, on a fait une sélection pour ne pas mettre tout et n'importe quoi à disposition des clients. Ok. Donc, on est dans un univers relativement restreint. La plupart de nos coins sont, on va dire, dans le top 100 des market cap. Ouais. On va peut-être des fois jusqu'à 150, mais on a quelque part des critères de liquidité et des critères de taille. Pourquoi la taille? Parce qu'en fait, quelque part, souvent, c'est représentatif d'un projet qui est déjà un peu abouti, qui a pu essuyer quelques plâtres, et on veut éviter à tout prix de mettre en avant des projets qui pourraient être des scams ou des choses comme ça. Et il y en a plein dans le secteur. Ouais, les scams, je pense qu'il y en a beaucoup. Ou des projets qui ont cherché à lever un peu d'argent, mais qui font rien de l'argent qui a été levé. Et on veut justement à tout prix éviter ce genre de choses. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup moins de projets. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourrait pas en avoir plus. C'est juste qu'on veut aussi monitorer les projets qui sont disponibles chez nous. Et donc on a un univers relativement restreint. Après, la manière de construire le portefeuille, moi, j'aime pas avoir... je pourrais prendre les 60 lignes qui sont disponibles chez CoinHouse. J'ai pas envie d'en avoir autant. C'est trop de choses à suivre en même temps. De toute façon, c'est comme en finance tradi, il faut diversifier, mais si tu diversifies trop, c'est contre-productif. En fait, moi, mon premier critère quand je vais exposer mon portefeuille, c'est de dire où est-ce que je suis dans le cycle. C'est pour ça que quand on a démarré par le cycle, pour moi, c'est le truc le plus important. En fonction de où est-ce qu'on est dans le cycle, c'est est-ce que je dois être bien exposé, pas trop exposé, et puis est-ce que je dois avoir plutôt du Bitcoin ou plutôt des altcoins. Ouais, parce que finalement, en fonction de là où tu te trouves dans le cycle, ça va déterminer un peu ta dominance dans ton portefeuille du Bitcoin et des alts. Exactement. Là, on est vraiment dans la partie du cycle où il faut être bien exposé, puisqu'on est vraiment dans la phase finale d'ascension. Et il faut plutôt être sur des altcoins, parce qu'en fait, la dominance Bitcoin, à partir de ce moment-là, elle a eu tendance à baisser pendant quasiment les 12 mois de la fin du cycle aussi. Donc là, en ce moment, dans nos constructions de portefeuille, on est principalement sur des altcoins. On a un petit peu de Bitcoin, un petit peu d'ETH, mais on est surtout diversifié. Et comme je l'expliquais un petit peu, moi, je cherche les projets qui ont on va dire, le vent dans le dos. Ouais. C'est un marché très, très, très basique, des fois, les cryptos. Très drivé par l'analyse technique. Et donc, c'est très important d'aller choisir des coins qui ont un vrai momentum. Okay. Et dans le momentum, je veux aussi qu'il y ait que le point suivant, on va dire, où je vais avoir une résistance, il soit suffisamment éloigné pour que je puisse bénéficier de ce momentum sans me prendre un mur très rapidement. Pour ceux qui nous regardent, le momentum, tu peux expliquer ce que c'est ? En fait, quand vous avez un marché qui se met dans une tendance haussière ou baissière, en fait, il a tendance à s'auto-entretenir dans cette tendance-là. C'est un marché, c'est un phénomène qui en finance
est lié à ce qu'on appelle de l'autocorrélation. La corrélation, c'est quand deux choses bougent en même temps. Ouais. Et en fait, l'autocorrélation, c'est quand le prix d'aujourd'hui, ou plutôt la dynamique de prix d'aujourd'hui, détermine la dynamique de prix de demain. Ok. C'est le côté un peu moutonnier simplement des investisseurs. C'est assez basique. C'est en termes mathématiques Ouais. ce qu'on raconte quand on parle de finance. Les gens sont juste des moutons. Ok, ouais, c'est un manque crypto Mais beaucoup. c'est même pas une critique. C'est souvent en fait on a besoin de valider par un groupe Oui. ce qu'on pense. Ouais, c'est pas juste, c'est pas négatif. C'est pas qu'en finance, c'est vraiment pas négatif, mais c'est sûr qu'en manière générale, on aime bien avoir la validation du groupe. Quoi. Exactement. Mais c'est juste une caractéristique humaine et quel que soit le sujet d'ailleurs, Bien sûr. c'est même pas lié à l'humain. Pardon, à la finance. Non, c'est sûr. Et j'ai une autre question qui me revient souvent. Est-ce qu'il vaut mieux, tu vois, par exemple, quand tu fais des trades en crypto, est-ce qu'il vaut mieux, au niveau des paires, je sais pas moi, t'es exposé en Bitcoin par exemple, est-ce qu'il vaut mieux que tu rebascules, je sais pas moi, en USD, en euros, en USDT, enfin peu importe, puis de cette paire à, je sais pas moi, en ETH, en LTC, en XRP, enfin ce que tu veux, en altcoin, ou est-ce que finalement il vaut mieux partir, je sais pas moi, d'une paire BTC, LTC par exemple. Comment tu fais ce choix-là? Parce que tu peux avoir des écarts de valeur. Ouais. Alors en fait, ce qui drive mon trading, quand j'ai décidé de prendre une position, c'est la liquidité. Ok. Et effectivement, la liquidité, elle est contre USDT, ou enfin un stablecoin. Elle est rarement entre deux coins différentes. Ok. Typiquement entre Bitcoin et LTC. Alors Bitcoin, c'est peut-être la seule petite exception. Ça reste une paire relativement liquide, Ouais. mais par rapport à ce que vous avez en termes de liquidité sur l'USDT, ça n'a rien à voir. Oui. Et donc, des fois, il vaut mieux passer par l'USDT, d'ailleurs faire un trade de trop. C'est-à-dire je revends un coin A vers l'USDT, avec cet USDT, je rachète le coin B, plutôt que de faire de coin A à coin B, parce que j'aurais juste beaucoup moins de slippage. Ok. Et donc, certes, je vais payer 2 fois le coût de trading, mais qui n'est pas très élevé. Ouais. Alors que le slippage peut me coûter beaucoup plus cher, finalement. Et c'est beaucoup plus simple, même en termes de points d'entrée, parce que tous les prix sont exprimés contre Oui, USDT. bien sûr. Donc en fait, vous avez beaucoup de repères contre USDT, vous avez beaucoup moins de repères entre coin A et coin B. Ouais, au niveau des paires, c'est plus compliqué parce que les courbes sont forcément différentes, les points d'entrée, les points de sortie. Enfin, je pense que tu dois avoir des repères, mais l'analyse technique par rapport à ça, je pense qu'elle est encore plus difficile. Personne ne les regarde en fait, ceux-là. Bah, oui, c'est Même ça. si on pourrait le faire, même si on pourrait trader, personne ne les regarde, ceux-là. Ok. Et puis, imaginons que vous avez 100 coins, ça veut dire qu'en termes de paires, vous avez quasiment 10 000 paires à connaître. Personne ne fait ça. C'est l'enfer. Donc on préfère rester à 100 et c'est beaucoup plus simple. Ouais, c'est sûr. Ok. Et une autre question par rapport à la volatilité. Les cryptos, c'est hyper volatile. En fait, quel comportement tu dois adopter par rapport à ça? Enfin, si tu devais avoir un investisseur lambda, quelqu'un de pas trop informé, mais voilà, qui s'y intéresse un peu, bon, mais tu vas avoir des comportements qui peuvent être différents en disant ah putain, c'est ouf, je prends 100%, ou là, je suis en train de tout perdre, j'ai pris à moins 50%, tu vois. Comment tu te comportes par rapport à ça? Alors déjà, il y a un truc qui est très intéressant quand on regarde une crypto en termes d'objets financiers. Ouais. Déjà, ça a une caractéristique, c'est que c'est relativement décorrélé de la plupart des actifs traditionnels que vous pouvez avoir en portefeuille. Donc ça, c'est déjà intéressant en termes de construction de portefeuille. C'est une vraie brique de diversification. Ensuite, c'est effectivement un actif qui peut monter très très haut, qui peut baisser très très fort, et qui, quand il monte, en fait, son comportement se rapproche d'une option. Ok. Une option, c'est intéressant parce qu'il y a un côté asymétrique. C'est-à-dire que je peux gagner, enfin, je peux gagner beaucoup, mais je peux perdre juste le prix de mon option et c'est tout. Donc, effectivement, quand la crypto apprend moins 90%, c'est comme si vous aviez perdu votre option. Sauf que la petite subtilité, c'est qu'il n'y a pas de valeur temps. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez passer par, je ne sais pas, au début, votre cours vaut 100, vous passez à 10, donc là, vous vous dites, j'ai tout perdu. Mais si vous tenez votre position et si vous ne la revendez pas, peut-être que ça vaudra 1000. Donc, vous aurez bien eu votre effet multiplicateur. Vous serez passé par une période très compliquée. Émotionnellement dur. Pas facile, et puis il n'aura pas fallu craquer au mauvais moment. Mais ça peut repartir. Là où votre option, entre guillemets, vous avez une date. Si à cette date-là, ça n'a pas réalisé la valeur, elle vaut 0. Ouais. De toute façon, c'est le fameux tant que tu n'as pas vendu, tu n'as pas perdu. Exactement. Oui, mais sauf que, on va dire, les actions, c'est très rare qu'elles aient des effets multiplicateurs aussi importants que sur les cryptos. Donc en fait, une crypto, c'est très intéressant d'un point de vue financier, d'un point de vue construction de portefeuille. C'est décorrélé de ce que vous avez, et ça ressemble à une option, mais sans la valeur temps. Okay. C'est un instrument qui est très très intéressant en fait pour ça.
Et après, une option, jamais vous conseillerez à un client de mettre 100% de son portefeuille dans une option. Donc, comme c'est un truc qui peut aller à zéro et qui pourrait rester à zéro, c'est-à-dire que le Bitcoin, lui, même s'il a eu des grosses baisses, il est toujours parti. Il y a plein de cryptos qui, elles, sont vraiment allées proches de zéro et sont restées proches de zéro. Ouais. Elles sont jamais reparties. Voilà. Donc, il faut faire attention. C'est pas automatique que quand ça a pris moins 90. Oui, que tu ça- reviens ça- sur tes pattes après. Ouais. Exactement. Et donc, c'est pour ça que pour moi, quand vous avez un actif très volatile, la meilleure manière de gérer votre risque, vous n'en mettez pas beaucoup. Ok. C'est aussi simple que ça. Et justement, là-dessus, ça me fait rebondir. Toi qui as l'habitude, en termes de, tu devais donner un pourcentage, par exemple, je sais pas, sur un patrimoine global, alors quand je dis global, c'est entre l'immobilier, des actifs bancaires, des actifs financiers, etc. Quel pourcentage tu attribuerais finalement aux cryptos dans la place d'un portefeuille, enfin, dans un patrimoine d'une personne? Je Alors, sais qu'il n'y a pas de règle exacte. non, bien sûr, il y a aucune règle. Par contre, je pense qu'une bonne guideline, c'est entre 5 et 10% max de votre actif liquide Ok. dans les cryptos. Après, si vous êtes plutôt prudent, bah, vous allez plutôt aller proche du 5% ou peut-être un peu moins. Si tu es joueur, tu vas sur les 10. Si vous êtes joueur, vous allez à 10 ou plus, mais plus il y a affinité. Mais voilà, on va dire 5 à 10, c'est pas absurde. C'est vraiment en plus un pourcentage qui peut vraiment complètement transformer votre performance. Imaginez que vous mettiez 10% de votre portefeuille en crypto, que le marché fasse 300%, ce qu'il a fait un certain nombre de fois. Alors, il ne le fera pas tous les ans, faut pas rêver, mais la bonne année, il peut faire 200-300%. Votre x10, il s'est transformé en 30-40. L'impact sur l'ensemble du portefeuille, il est très, très Il est visible. colossal, ouais. Et si vous avez mis 10 et que c'est une très mauvaise année, vous avez peut-être perdu 5-6. En fait, l'impact négatif n'est pas trop important. Il n'est Par pas contre, trop voyant, ouais. Par contre, ici, quand même, il faut les Non, rattraper. mais par rapport à ce que tu peux gagner en potentiel. Mais c'est en ce sens-là où c'est le côté optionnel dont je parlais tout à l'heure. Et c'est en ce sens-là où c'est un actif un peu unique. Et si vous devez en mettre, c'est vraiment cette année. Et là, c'est pas vraiment pour faire du FOMO, c'est vraiment le bon timing. Ouais, on est dans une bonne période sur le cycle. Ouais. Et après, au niveau de CoinHouse, du coup, c'est quoi un peu l'accompagnement finalement que vous faites, vous, par rapport à un exchange classique? Alors, il y a plusieurs manières d'être, on va dire, d'être client chez nous. Il y a le client qui veut être complètement autonome, donc il a accès à notre plateforme, il peut passer ses opérations, personne ne le contacte, et il se débrouille tout seul. Il crée un compte, il met de l'argent. Exactement, un peu comme ce que vous avez sur les plateformes d'échange crypto. Ouais. L'autre solution, la deuxième solution, c'est quelqu'un qui va vouloir être accompagné. Donc physiquement, il a un chargé de clientèle. Donc on a des offres pour ça. Et il va pouvoir régulièrement avoir quelqu'un au téléphone qui va pouvoir le conseiller sur quelle crypto se positionner, les points d'entrée, les points de sortie. Donc ça, c'est intéressant. Et ça, pour le coup, c'est pas quelque chose que vous allez trouver par ailleurs. Ouais, mais ça, au moins, t'as un vrai accompagnement. Finalement, toi qui ne connais pas grand-chose dans ce domaine, c'est un peu opaque. Bon, t'as quelqu'un qui t'aide et qui fait ça un peu tous les jours. Voilà. Sachant que, tu m'as dit, je crois, que tu peux, en tant que client, tu peux venir dans les bureaux, prendre rendez-vous avec quelqu'un pour échanger si Exactement. Alors, tu veux voir quelqu'un physiquement, quoi. Anciennement, on s'appelait la maison du Bitcoin. Et donc, il y en avait un comptoir physique où les gens venaient, se déplaçaient, arrivaient soit avec des billets de banque, soit avec une carte bleue, acheter des bitcoins chez nous et repartaient avec leurs bitcoins. Voilà, donc on a gardé un peu, c'est un peu notre ADN. Et donc effectivement, on peut physiquement recevoir les clients chez nous pour justement, plutôt que de faire ça au téléphone, avoir quelque chose qui est un peu plus convivial. Et la troisième, on va dire, typologie d'offres qu'on peut fournir, c'est des gens qui vont vouloir investir, qui vont pas forcément vouloir avoir un conseiller au téléphone, mais qui vont vouloir avoir une gestion dynamique. Et là, ils peuvent investir dans des produits qu'on offre chez nous, dans de la gestion privée, où là, quelque part, nous, on va faire le travail pour eux. On va signer un mandat ensemble et ils vont nous déléguer finalement la gestion, une gestion dynamique. Et là-dessus, sur la gestion justement dynamique, du coup pilotée, c'est quoi le ticket d'entrée? On est à 5000 USDT. Ok. Que ce soit une personne physique ou une personne morale. Ouais, c'est le même montant. Ok, ouais, pour le coup c'est intéressant et
ça reste accessible par rapport à la finance tradie où dès que tu fais de la gestion pilotée sous mandat. Ouais, les tickets on-trade, en général, c'est plus de 100 000 euros. Ouais, C'est rien 250K. qu'un En général, 250K et pour certains acteurs, c'est minimum 500K, quoi. Parce que bon, faut les trouver, quoi. Faut les avoir. Non, effectivement, ça reste à des montants relativement accessibles et c'était un souhait de notre part de pouvoir rendre ce produit-là accessible à presque tous. Bah après, ce qui est bien, je trouve, c'est que ce qui est hyper différenciant, c'est que par rapport à des exchanges classiques, tu vas avoir en fait une vraie philosophie d'accompagnement et vraiment quelqu'un qui qui peut te driver en tout cas, que ça soit sur la gestion, sur les choix, sur l'analyse technique, te former, etc. un peu là-dessus, pour mieux comprendre les cheminements, plutôt que d'être un peu livré à toi-même en te disant bon ben ok c'est cool, j'ai mon compte crypto, j'ai de l'argent de crypto, j'ai du bitcoin parce que c'est cool d'acheter du bitcoin, mais finalement qu'est-ce que j'achète après derrière pour aller faire de la perf? Ça va au-delà de ça, c'est même pour les aider à gérer leur compte Ouais. directement. Problème de mot de passe, de sécurité, comment envoyer les fonds, et ce genre de choses. Cher. On a un customer support qui peut justement également les assister. Ce que vous n'avez pas dans les grandes plateformes crypto. Non. Vous êtes les seuls en France à réaliser cet accompagnement personnalisé? Je pense que oui. En tout cas, on est les plus anciens sur ce secteur-là et je n'ai pas en tête d'autres boîtes qui en France font ça. Ok. Bah, de toute façon, moi, à titre perso, quand j'avais des cryptos, j'ai eu des problèmes. Sur les exchanges classiques, ça a toujours été compliqué, c'est un peu la croix et la bannière. Donc, c'est sûr que c'est cool de pouvoir. Et puis même, je trouve que c'est hyper cool de pouvoir venir physiquement parce que c'est un côté rassurant. Enfin, le français, il aime bien être rassuré. Et le fait de pouvoir venir ici, bon, mais tu te dis, la boîte, elle existe, il y a des gens derrière, c'est sérieux, tu peux serrer des pinces. Et en fait, tu vois vraiment que les gars, ils bossent 100% là-dessus, quoi. Bah, en fait, effectivement, à partir du moment où on envoie de l'argent quelque part, on n'a pas envie que ce soit dans une boîte noire en se disant est-ce que ça va vraiment revenir le jour où j'en aurai besoin. C'est clair. Il y a un côté effectivement confiance. C'est simple, la finance, c'est quand même un des rares secteurs industriels où la confiance, c'est l'actif clé. Bah. Vous perdez la confiance, vous perdez tous vos clients. Ah ben moi, en gestion de patrimoine, c'est de la même manière. Les gens se mettent un peu à nu finalement devant nous avec tout ce qu'ils ont, ce qu'ils n'ont pas, les revenus, les impôts et tout. Donc tu as forcément une notion de confiance qui doit être hyper forte parce que tu touches de l'argent et tu touches des sujets qui sont quand même sensibles et qui sont toujours un peu tabous en France. L'argent, elle reste un sujet hyper tabou en France. Tout à fait. Bon, en tout cas, merci Stéphane. De rien. Hyper cool, hyper clair. Moi, j'ai juste une dernière question. Ouais. Vous avez le statut de PSAN agréé? Alors, on a un enregistrement de SAN, pour être précis. PSAN. Et en quoi cette accréditation, c'est essentiel pour les investisseurs particuliers? Bah, quelque part, pour les clients, c'est un gage de sérieux. C'est un gage qui a un régulateur qui regarde ce qu'on fait, par opposition à des gens qui ne chercheraient pas à avoir ce type d'enregistrement, où là, finalement, bah, le client s'expose à des gens qui peuvent faire des malversations, en fait. T'es contrôlé, quoi. T'es contrôlé. On est contrôlé. On a quelque part, notre CEO risque d'aller en prison si jamais on fait des choses qui vont pas bien. Alors, même si on n'était pas enregistré, je pense qu'il pourrait quand même aller en prison, mais il peut y aller plus rapidement, ça. Ouais, ok. Très bien, merci beaucoup pour cet échange enrichissant. Donc, on vient de voir qu'il y a des opportunités à investir en crypto-monnaie, mais il faut être bien entouré et avoir les bons outils. Et alors, soit vous prenez au jeu et ça va vous prendre beaucoup de temps, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, il ne faut pas en mettre plus de 5 à 10% de votre patrimoine dessus. Donc, normalement, vous ne devriez pas consacrer plus de 5 à 10% de votre temps, mais c'est un sujet qui est tellement complexe qu'avec 5 à 10% de votre temps, vous allez avoir du mal à bien l'appréhender. Donc, effectivement, je pense qu'il vaut mieux être accompagné. Bah, de toute façon, sur les cryptos, je pense que si tu vas tout seul sans connaissance, c'est comme si tu jetais une pièce en l'air et bon, c'est un pilote. Ouais, alors le truc, c'est que comme on est dans un marché qui est très haussier en ce moment, là, tu vas te dire, c'est bon, c'est facile. Les gens vont avoir l'impression que tout est facile, en fait. Quel que soit le truc qu'on achète, ça monte. Et c'est le piège. Et c'est le piège. On l'a vécu, pour ceux qui s'en souviennent, lors de la bulle Internet. Moi, c'est là où j'avais fait mes débuts en bourse. Oui, j'ai fait comme tout le monde. J'ai acheté, j'ai perdu. Mais voilà, et c'est là où on apprend de ses erreurs. En fait. Bien sûr. Ok. Très bien. Je vous propose qu'on passe au troisième expert, donc Olivier Kouvarakis, qui va nous rejoindre. Donc nous venons de voir dans cette première partie que le monde des crypto-monnaies regorge d'opportunités, mais il reste quand même essentiel d'utiliser les bons outils. Et maintenant, pour cette seconde partie, on accueille
Olivier Kouvaraklis, qui est directeur marketing et communication au sein de CoinHouse. Olivier, qu'est-ce qui t'a motivé à rejoindre l'équipe et quelle est l'histoire de CoinHouse? Raconte-nous tout. On va commencer par moi, c'est pas très poli, mais pourquoi j'ai rejoint CoinHouse? J'ai rejoint CoinHouse il y a à peu près 2 ans. Et alors sur mon parcours, moi j'ai un parcours qui est très orienté sur les nouvelles technologies. Et donc je viens pas de l'investissement au départ et je viens pas de la crypto. Mais j'ai commencé très tôt sur tout ce qui était télécom, fibre, internet. Puis je suis passé par les médias à l'époque de ce qu'on appelait l'OTT, donc la diffusion de streaming, dans ce type de compagnie-là, donc pour la cité Molotov à l'époque. Et je cherchais la techno suivante et la blockchain m'est apparue comme une évidence en termes de potentiel, de diffusion mondiale sur le marché et en termes de transformation qu'elle promettait. J'y voyais vraiment une analogie avec ce qu'on avait vécu sur l'internet et la diffusion de la donnée, ce qu'on a vécu avec donc les OTT, Netflix, Molotov et autres, sur la simplicité d'accéder au contenu, pardon. Et donc la blockchain m'évoquait tout ça, des transferts immédiats, de la traçabilité, de la simplification et accessible à tout le monde. À partir de là, j'ai cherché des projets français, j'ai toujours été sur des projets français. Et donc CoinHouse est apparu comme une évidence à ce moment-là, pour plein de raisons. D'abord l'équipe dirigeante qui était en place depuis bientôt 8 ans sur ce secteur-là, secteur qui est extrêmement chahuté et qui a su, à la différence de beaucoup d'autres compagnies, passer à travers toutes ces vagues, tous ces raz-de-marée et systématiquement trouver des solutions pour elle, trouver des solutions pour ses clients et s'adapter à un secteur qui est en construction encore et assez mouvant. Donc d'abord l'équipe. Ensuite le projet, donc il y avait vraiment ce projet de créer alors ce qui s'appelait une crypto-banque. Le nom a changé plusieurs fois, mais il y avait quand même cette vision de partir sur une banque fondée sur la blockchain. Donc qu'est-ce que la blockchain peut apporter à un institut financier, une banque? Qu'est-ce que ça peut simplifier? Qu'est-ce que ça peut poser comme opportunité d'investissement? Qu'est-ce que ça peut libérer en fait comme frein et frustration qu'on peut vivre parfois avec une banque. Donc il y avait vraiment cette volonté d'aller casser des pain points, comme pourraient dire les Américains, sur ce marché-là, quoi. Ok. Et au niveau de l'histoire de CoinHouse, comment c'est arrivé? Parce qu'avant c'était la maison du Bitcoin, si j'ai bien compris au tout départ, qui a été un peu transformée. Et donc finalement, tu peux nous faire un petit historique Ouais, volontiers. de tout ça? Je trouve que cette histoire est géniale et pour le coup on reparle de films, mais je pense qu'on pourrait en faire une série. Une série de réussite à la française, parce qu'on part très tôt, il y a 10 ans, sur un concept qui s'appelle la maison du Bitcoin. Donc vous ferez facilement le lien si vous traduisez en anglais avec Coin House. Évidemment, donc ça c'était dans un objectif de s'internationaliser. Et donc la maison du Bitcoin au départ, elle démarre à Paris et c'est avec Eric Larchevêque. Qui a cette idée d'avoir une sorte d'incubateur d'endroits où on peut parler blockchain. On ne sait pas encore à l'époque exactement tout le potentiel que peut avoir la blockchain, mais il y a beaucoup d'idées, il y a une certaine effervescence. Et de cette effervescence, il y a souvent une étincelle, et la première étincelle qui est apparue, c'était Ledger. Donc Ledger, vous connaissez, c'est un équipement physique pour le coup qui permet de stocker ces crypto-monnaies. Donc autour de cette équipe, il y avait déjà Nicolas Louvet, dont je reparlerai un peu après, qui ont construit et commencé à élaborer Ledger. Et très vite, il est apparu qu'il y avait vraiment 2 activités différentes. Une première activité qui était vraiment cette activité de conserver sur un équipement physique ces cryptos, et une autre activité qui était de rendre des services aux clients, autre que la simple conservation, donc l'achat, la vente, certains produits. Et à ce moment-là, il y a eu un split donc des 2 activités. Et l'activité Ledger qui a poursuivi telle qu'on la connaît, et la maison du Bitcoin qui est devenue CoinHouse et qui a continué à apporter des services aux clients finaux. Et à ce moment-là, donc Nicolas Louvet est devenu le CEO cofondateur de CoinHouse. Donc c'est comme ça qu'est né CoinHouse, j'allais dire d'une branche au départ des équipes de Ledger. Ouais, donc au final, c'est quand même assez ancien dans le sens où tout ce qui est blockchain et tout, c'est pas des choses dont on parle depuis des dizaines d'années. Donc c'était quand même là à la racine et finalement vous avez un peu évolué autour de ça en trouvant finalement les bons axes
pour proposer finalement de la crypto et du coup un service d'accompagnement à côté. Exactement. Est-ce que tu peux nous en parler ça du service un peu de 360 que vous avez aujourd'hui chez CoinHouse? Volontiers. En plus, je le porte en tant que responsable produit également. Et encore une fois, je l'expliquais, moi, je viens pas de là. Ouais. Donc, je suis assez étranger et hermétique à la complexité qui peut être véhiculée par la blockchain et les cryptos. Et la volonté, c'était de rendre son usage très simple. Ouais. Il y a plusieurs étapes pour rendre cet usage simple. La première, c'est déjà de comprendre un peu de quoi on parle. Ouais. Donc très Oui, tôt, parce que la blockchain, c'est quand même hyper. C'est un mot, mais c'est hyper opaque pour la plupart des gens, quoi. Alors oui, alors là, je vais faire une petite anecdote parce que effectivement, c'est la remarque que j'entends tous les jours sur la blockchain et je l'aime énormément et j'adore parce que ça dit quelque chose de la psychologie humaine. Est-ce que vous pouvez m'expliquer le fonctionnement d'un email? Absolument pas. Voilà. Est-ce que vous trouvez un email compliqué? Non. Voilà. C'est pareil pour la blockchain. Envoyer un Non, mais bitcoin, après, c'est pas compliqué, mais techniquement, derrière, c'est pas plus compliqué, ouais. probablement peut-être moins, qu'envoyer un email. Un email, c'est sécurisé, et je vais vous dire un truc, les clés d'encryption d'un email, c'est les mêmes que celles de la blockchain. Donc, c'est pas plus compliqué. Par contre, il y a cette perception de complexité. Et donc, tout le sujet, c'est comment on rend quelque chose qui était au départ pour des initiés accessible au plus grand nombre. Apple l'a très bien fait. Souvenez-vous de vos PC, il y a une époque, c'était horrible à monter et démonter. Souvenez-vous de certains smartphones, c'était l'enfer. C'était réservé à ce qu'on appelle des geeks, etc. Ouais. La blockchain, comme beaucoup de techno, elle s'est créée autour de ces geeks. Maintenant, le sujet, c'est comment on en fait profiter le plus grand nombre. Donc, ce qu'on a fait chez CoinHouse, c'est qu'on a voulu prendre étape par étape tout ce qui était compliqué et on a voulu le simplifier. Ok. Première étape, c'est, comme je le disais, c'est comprendre. Donc comprendre, on a créé une des premières académies en France, avec notamment un de nos cofondateurs qui s'appelle Manuel Valente, qui est aujourd'hui enseignant à Polytechnique et HEC sur justement des cours de blockchain. Donc on a vulgarisé sous forme d'académie le fonctionnement. Et là-dedans, tu retrouves quoi dans l'académie du coup? Alors, toutes les explications sur qu'est-ce que le Bitcoin, qu'est-ce que la blockchain, comment ça fonctionne, comment c'est sécurisé, comment s'opère une transaction, qu'est-ce que c'est qu'un nœud, qu'est-ce que c'est du stacking. Donc on peut aller très très loin en fait dans la compréhension, mais on va démarrer par des briques de base qui sont vraiment très très simples à comprendre et qui utilisent des technologies honnêtement extrêmement usitées et des mots très simples. Donc l'idée c'est vraiment de comprendre très facilement dans quoi on met les pieds et comment ça fonctionne. Et ça, tu le retrouves sur du coup le site internet ou sur l'appli? Oui, sur coinhouse.com essentiellement parce que c'est des contenus un peu denses. On peut l'avoir sur l'appli évidemment, mais l'appli est plutôt là pour justement agir. On va en parler. Donc là, on est plutôt sur l'étape de je comprends. Alors c'est bien de comprendre comment ça fonctionne, mais si je refais l'analogie de l'email, en fait, les serveurs d'email c'est sympa, mais écrire un email c'est mieux. L'analogie pour la crypto, c'est ok, qu'est-ce que j'achète? Comment on va le marcher. Donc là, très vite, on a constitué une équipe d'experts financiers. Donc je pense que Stéphane Ifra a parlé avec vous. Et donc Stéphane et son équipe est vraiment là pour analyser le marché au sens large, pas forcément crypto, mais le marché financier et la crypto dans cet environnement-là. Évidemment, le marché crypto en lui-même, comment il bouge, qu'on a même coupé en deux, parce qu'il y a vraiment deux actifs avec le Bitcoin et l'Ethereum qui constituent la majeure partie du marché. Donc, il est très important de les analyser de proche. Et c'est aussi ce qui constitue la majeure partie du portefeuille de nos clients. Et aussi ce qu'on appelle les altcoins, qui sont des coins alternatifs, plus petits, avec moins de liquidité, mais tout aussi prometteurs. Donc, ce qu'on fait là, c'est qu'on produit toutes les semaines trois analyses qui sont postées à nos clients. Et également un webinar, parce qu'on a vu qu'il y avait vraiment cette volonté un peu d'être en contact avec nous, de poser des questions et d'avoir des réponses. Bien sûr. Donc ça, c'est vraiment le bloc « je comprends où je mets les pieds », qui est assez important pour nous. Deuxième partie, ça va être le volet un peu décidé. Une fois que j'ai ces informations, que j'ai compris à peu près ce qu'était le marché, je peux décider tout seul, je me fais ma propre religion et j'y vais. Sinon, je peux me faire accompagner. Et donc pour ça, on a deux types d'accompagnement. Un accompagnement qui est en toute autonomie, donc on appelle ça des opportunités de trade. On dit globalement à peu près quand rentrer sur l'achat, à partir de quel moment sortir avec quelques analyses.
Et on a un accompagnement beaucoup plus personnalisé avec des asset managers. Là, pour le coup, vous prennent au téléphone et discutent avec vous pour comprendre vos problématiques et vos enjeux et vous accompagnent. Donc ça, c'est vraiment le deuxième bloc, c'est j'ai compris, je décide. Et le troisième volet, c'est agir. Ouais. Agir, il y a des plateformes plus ou moins compliquées. Se mettre face à une interface de trading, c'est complexe. C'est anxiogène, on ne sait pas trop ce qui va se passer là où on appuie. Ça, on ne te l'apprend pas à l'école, ouais. Exactement. Et donc, on a voulu simplifier ça au maximum. Donc, c'est pour ça qu'on a fait une application mobile qui est extrêmement bien notée dans les scores, ça vous pouvez le vérifier, et un site web, ce qui est assez rare. Il y a beaucoup de services aujourd'hui qui sont uniquement mobiles, et on sait que à l'usage, ça peut être compliqué de ne pas avoir un environnement un peu plus grand comme sur un PC. Ouais. Donc, on a créé ces deux environnements, encore une fois, pour que ce soit simple et dans lequel on peut facilement agir. Ok. Donc ça, c'est vraiment une priorité pour nous, quoi. Ouais, de toute façon, je pense que dans ce monde-là, et de toute façon, de manière générale, les gens, ils aiment bien la simplicité, quoi. Que ce soit en finance tradi, en finance plus exotique, puis même dans les sites internet de manière générale, il faut que ça soit fluide, il faut que l'information, elle soit rapide, que le gars, il comprenne bien, que ça soit joli. Donc, ça, vous l'avez très bien réussi. Merci. Les personnes qui nous écoutent veulent faire appel à votre accompagnement personnalisé, bénéficier de la plateforme CoinHouse. Ils doivent aller sur le site ou sur l'application mobile. Comment ça se passe? Ils doivent ouvrir un compte aussi? Alors, ils peuvent faire les deux. Le plus simple, c'est d'aller sur notre site web ou de télécharger effectivement l'application mobile. L'ouverture du compte est gratuite. Donc, c'est une ouverture qui est effectivement sécurisée. Il y a pas mal de questions auxquelles il faut répondre. Ouais. C'est une norme réglementaire à laquelle on a répondu. T'as aussi une question d'identité, non, j'imagine? Oui, il y a une question d'identité, évidemment. Globalement, le principe d'enregistrement est quasi identique à celui d'une banque. C'est assez simple. Encore une fois, on a voulu aller à l'essentiel. Ok. Je conclurai un peu mon petit parcours de vie de l'utilisateur aussi, en disant qu'au milieu de tout ça, il peut y arriver qu'il y ait des problèmes. Rien n'est parfait, même si on y travaille. Et on a un service client qui est en français, et un service client qui répond au téléphone. Donc, pour tout un chacun et pour beaucoup de services, ça a l'air normal et basique. C'est vraiment une exception dans l'univers de la crypto. Je confirme. Et ce qui nous vaut une note excellente sur un évaluateur qui s'appelle Trustpilot. On est le numéro 1 en termes de satisfaction sur le marché de l'environnement crypto en France. Donc, on en est assez fiers, et c'est en particulier grâce à ce service client. Ok. Bah, ça, c'est cool. Et du coup, si on veut pousser un peu les choses, moi j'ai pas mal de gens qui me posent des questions, que ce soit dans ma communauté des clients. Si on veut un peu pousser les choses et poser des questions vraiment à des gens comme toi, par exemple, ou Stéphane, ou Nicolas Louvet, vous organisez un webinar. Effectivement, on a organisé un webinar le 8 décembre à 19h, Ok. qui sera composé de plusieurs interventions. La première par Éric Larchevêque, donc notre fondateur initial, qui... Pardon ? C'est quand même pas mal, ça. Oui, c'est une chance de l'avoir avec nous, et donc lui, il fera une masterclass sur le Bitcoin. Ok. Nicolas Louvet, notre CEO et cofondateur, interviendra également pour présenter CoinHouse. Et nous aurons aussi Thibaut de Sachi qui répondra à toutes vos questions en ce qui concerne l'investissement, en particulier est-ce qu'il est encore temps d'investir? Si oui, comment s'y prendre? Donc nous aurons un temps libre pour parler de tout ça, quoi. Ok, donc ça c'est cool. Et du coup, tu as un temps, un temps de masterclass et un temps un peu de questions-réponses. Où finalement, toi en tant qu'investisseur, tu vas pouvoir poser les questions que tu veux et avoir les réponses de Eric, des experts ou autres qui seront là au webinar. Exactement. Ok, bon, super cool ça. Très bien. Merci d'avoir suivi cet épisode. Donc, si vous voulez approfondir tous ces sujets, n'hésitez pas à vous inscrire au webinaire qui aura lieu le 8 décembre de 19h à 20h. Nicolas partagera le lien sur ses réseaux. Ouais, moi je ferai un post, sur plusieurs posts justement avec pas mal d'infos sur les cryptos de manière générale, et je partagerai bien évidemment le lien du webinaire qui sera une belle masterclass. Olivier aussi, de ton côté, tu partageras le lien. Exactement, via les réseaux CoinHouse. Merci Olivier, merci Nicolas pour ces riches échanges. Merci Célia, merci à toi. Merci Nicolas. À bientôt sur Investor Media. Merci d'avoir suivi cette émission. Merci.